Le miroir de la disette. C'était un miroir dans lequel il ne fallait jamais se mirer. Sinon, toutes les bonnes choses fuyaient, disparaissaient, se volatilisaient. Et pour tenter la chose, il fallait être araignée. Brave, audacieuse, intrépide comme araignée. Curieuse mais bête comme araignée. Et ce fut encore Kakou Ananzé qui brava le sort. Et cela, après qu'elle eut connu les éblouissements, les idées noires, les cortèges de cauchemars que la faim toujours traîne après elle. Cela, après que son ventre plein comme une outre et résonnant tel un tam-tam bien chauffé lui eut permis de goûter l'éternel refrain de la vie, de contempler le rose boudeur d'un soleil fatigué, de tout le temps courir après une lune insaisissable, de se pâmer d'aise parce que la brise du soir lui chatouillait la plante des pieds. Ce soir-là, elle lui chatouillait tellement la plante des pieds que lui entra tellement dans le cou, dans les oreilles que la brise se fit séduisante, ensorceleuse à tel point qu'il se dit « Pourquoi ne pas me mirer dans le miroir ?» Ah, je vous entends vous écrier. Faut-il donc être un parfait idiot pour en arriver là? Pardon. Et nous autres qui tout le temps analysons notre bonheur, démontons nos jouets pour en voir le mécanisme, ne sommes-nous pas logés à la même enseigne en fait de curiosité? Et puis, sachez et comprenez une fois pour toutes qu'on n'est pas un idiot lorsqu'on se nomme Kakou Ananzé. S'il se permet certaines audaces, c'est qu'il a toujours dans la tête plus d'un tour et sur la langue des phrases prêtes à le sortir d'embarras. Ah, non, on ne se prend pas comme cela Kakou Ananzé. Les anciens pour l'avoir se mettaient par 10, par 20, par 100, mais toujours il sortait vainqueur des traquenards les plus réussis. Car lorsqu'il croyait lui tenir le bras, il n'avait qu'une jambe, et lorsqu'il était convaincu de le tenir par le tronc, entre les mains, il n'était qu'un tronc d'arbre. Il aime les situations difficiles, les obstacles qui accroissent ses facultés, décuplent son intelligence, fouettent son ingéniosité. Kakou Ananzé. La famine était donc au village. Les pluies, les 3 années successives, avaient manqué au rendez-vous. Plus un seul nuage noir ne s'égarait dans le ciel. Les nuages affamés mouraient-ils en route? Le soleil de colère grillait tout, et le vent pour lui faire la cour ne cessait de charrier le sable. Les herbes ne poussaient plus. La terre sèche chaque jour se fendillait, se craquelait davantage. Non content d'incendier les forêts, le soleil flambait les cases, les arbres dénudés faisaient pitié à voir. Il ressemblait à la femme dont on aurait rasé la chevelure, enlevé les parures. Les branches, les rameaux, les ramilles, on les aurait pris pour des racines, des radicelles cherchant à puiser dans l'air surchauffé, une sève qu'elle ne trouvait plus dans le sol sans eau. La détresse était générale. On ne pouvait accuser tel ou tel d'en être la cause, puisque tout le monde cette fois souffrait de la famine. Au début, on avait essayé de chercher un oiseau singe parce qu'il disait être le roi des rois. Et pour expliquer sa prétention, il allait racontant à tout venant. Le roi s'asseye sur un siège fait du tronc dans l'arbre sur lequel moi, je grimpe pour faire mes besoins. Qui donc est le roi? L'homme, pour se venger du singe qui parlait de lui sans le nommer, allait racontant à tout un chacun. Le singe, c'est lui qui nous apporte tous ces malheurs. À force de tout le temps monter sur les arbres pour faire ses besoins, voilà ce qui nous a attirés. Mais allez donc chercher un oiseau singe par un temps pareil où lui, singe, sautillait sur les branches, disait implorer Dieu. L'homme donc n'eut aucune audience, et pour une fois encore, les animaux se gaussèrent de lui. La famine chaque jour devenait plus atroce. Les féticheurs, malgré toutes les cérémonies compliquées, n'étaient point parvenus à attirer sur le pays le moindre nuage. Pas même un fantôme de brume. La famine donnait la main à la mort. Elle lui donnait les 2 mains, tant les êtres mouraient. N'échappant pas au sort commun, Kakou Ananzé sentait lui aussi les affres de la faim. Crampes à l'estomac, vertige, douleur dans les articulations, bourdonnement d'oreilles, troubles de vision et faiblesse générale. Il se demandait chaque soir s'il allait le lendemain pouvoir se lever.
Pour tenir, il se fit pêcheur. Il pêchait tout le temps. Ananzé avait acquis dans l'art de pêcher une habileté incontestable. Il jetait sa ligne et ramenait quelques coquillages. Mais comme pour jouer, un de ces 1000 habitants de l'eau mordillait à l'hameçon, entraînait le flotteur au fond pour le laisser remonter au moment précis où notre pêcheur s'apprêtait à tirer dessus pour enferrer la proie. Ah, les bandits qui refusaient de se laisser prendre, mais ils ne se fâchaient point. À quoi cela aurait-il servi? Il était devenu patient. Le reste du temps commandait la patience. Kakou Ananzé pêchait. Souvent il passait la nuit sur la berge chaude purgée des moustiques. L'eau, en se retirant chaque jour davantage dans son lit, laissait partout du sable blanc qui sous la lune semblait un immense linceul. L'eau se tassait dans son lit pour lutter contre la sécheresse, contre le soleil qui chauffait tout. Oh, c'en était fini des cascades, de ces remous, de ces tourbillons, de ces chutes d'eau couronnées d'écume. L'eau repoussait loin sur ses bords les arbres naguère luxuriants qui se penchaient sur l'onde miroitante pour à loisir contempler leurs colliers de lianes, leurs chevelures frisées, leurs joyaux de fruits. Des roseaux et des palétuviers, n'en parlons pas. Tous avaient disparu, morts, calcinés, ayant divorcé d'avec la forêt. Les eaux tristement coulaient sans chanson, sans le moindre murmure. Ce murmure pareil à celui qu'on entendait au pied des arbres lorsque l'eau était encore l'amie de la forêt. L'eau des lagunes, des fleuves, toutes ces eaux blanches, noires, bleues qui promenaient des lentilles d'eau et des nénuphars, des touffes de roseaux tournant sur eux-mêmes s'accrochaient ici un moment comme pour donner des nouvelles, repartant tout à coup comme pressés d'être au thème de leur voyage. Toutes ces eaux, avec le flottil et brindilles ramassées çà et là, ces eaux poursuivies luttaient péniblement contre le soleil assoiffé, chauffé à blanc. Et elles somnolaient, coulaient à peine. Il fallait les voir, ces eaux, dont le niveau baissait chaque jour. Avaient-elles faim elles aussi? Kakou Ananzé pêchait. Il pêchait obstinément au bord des filets d'eau, les grands fleuves qui effrayaient les hommes, et par l'étendue et par la profondeur, les fleuves au cours tumultueux mangeant les hommes et les animaux domestiques. Tous ces fleuves, à force de battre en retraite, de se ramasser sur eux-mêmes pour résister, étaient devenus des filets, des flaques. Parfois, une hirondelle égarée dans ce pays torride buvait de cette eau. Brûlée jusqu'aux entrailles, elle se relevait avec des cris de désespoir, piquait vers le ciel comme pour aller dire à Dieu: les êtres meurent, il faut les sauver. En effet, la terre se dépeuplait, les êtres se promenaient avec des ventres plats, si plats qu'on se demandait s'ils contenaient encore des boyaux. Kakou Ananzé pêchait. Depuis une semaine, le flotteur ne bougeait plus, il ne clignait même pas de l'œil. Comme on dit chez nous, pour dire à Ananzé: regarde, attention, une proie est au bout de la ligne. Le flotteur était muet. Ah, j'y suis. Je n'étais pas assis à ma place habituelle. Il s'asseyait à sa place habituelle. Le flotteur ne bougeait toujours pas. Tiens, je n'avais pas cette pose. Mais comment étais-je déjà assis? J'avais les pieds écartés comme cela, la tête à droite, le sac à la gauche. Il prenait cette pose-là, mais le flotteur ne bougeait toujours pas. Comme je suis bête, ma ligne, je ne la tenais pas de cette façon. Voilà, c'est comme ça que je la tenais lorsque je prenais des coquillages. Il tenait comme cela sa ligne et le flotteur ne bougeait toujours pas. Quel sort m'a-t-on jeté? Vais-je moi aussi mourir de faim? Moi, Kakou Ananzé, mourir de faim? Jamais. La mort m'a-t-elle bien regardé? La faim m'a-t-elle bien pesé? Et il rejetait la ligne, et le flotteur ne bougeait toujours pas. Maintenant Kakou Ananzé avait des éblouissements, des mirages, entendait des voix. Il bavardait tout seul pour ensuite imposer silence comme si c'était des gens qui bavardaient. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. Est-ce vrai? Le flotteur, regardez-le, il bouge, il plonge, vous le voyez? Kakou Ananzé, les yeux écarquillés, regardait le flotteur qui bougeait en faisant de petites sondes autour de lui. Faut-il tirer?
Comment tirer pour amener quelques coquillages? Le flotteur a disparu dans l'eau. Notre pêcheur se lève, pose une jambe ici, une jambe là, comme ça, retient son souffle, ferme les yeux, penche le corps et fiou, ramène sa ligne au bout de laquelle se balance un silure aussi gros que le petit doigt d'un nouveau-né. Il se précipite dessus, le prend des deux mains, danse Kakoanonze. Mais voilà le petit silure, gros comme le petit doigt d'un nouveau-né, lui murmure tout tremblant. Épargne-moi, papa Anonze. Que dis-tu? Laisse-moi dans l'eau et tu seras heureux. Je connais la chanson. Je la dis souvent à certains individus, mais dupes. Crois-moi, tu seras heureux. Assez de balivernes. Je ne serai heureux que lorsque je te sentirai dans mon ventre. Écoute-moi, parle. Il faut monter sur le fromager qui est là, sous la 12e branche. La plus flexible? Celle-là même. Laisse-toi tomber de là et tu auras tout ce que tu désires. Tu n'es pas du tout bête, petit silure, gros comme le petit doigt d'un nouveau-né. Par exemple, c'est à moi que tu dis cela, à moi le maître des ruses, ce que la mort n'a pu faire. Tu le veux réussir? Jamais. Monter sur le fromager, me laisser tomber, me rompre le cou sur des conseils d'un bambin comme toi. Mais dans cette histoire, à quoi réduis-tu l'apanage de l'âge, le rôle de l'intelligence, le privilège de l'expérience? Crois-moi, la voix était si suppliante, le timbre si franc que Kakoanonze tenta l'aventure. En 2 bonds, il fut au pied du fromager, il y craint pas. On eût dit que des milliers de bras le poussaient, l'attiraient vers la 12e branche, et le tronc, malgré les épines énormes, lui semblait lisse, moelleux. Le petit cilieux sur la beige blanche de lumière lui faisait signe, et il n'était plus petit, mais gros, gros. Anonze ferme les yeux et flou, il saute, mais de façon à ne pas venir la tête la première. Un coup rompu, c'est la mort. Un membre qui se fracture, c'est encore la vie. À peine avait-il abandonné la 12e branche, joint à la nacelle balancée par la houe qui se vit soudain dans la ville la plus opulente et la plus merveilleuse du monde, le centre le plus actif du globe. Des hommes allaient, venaient, achetaient, échangeaient, négociaient, brocantaient, spéculaient, transportaient, évacuaient, livraient sans que l'âpreté des débats, des discussions exclut la courtoisie qui était la première règle dans ce pays féerique. Et partout, dans des palais et des lumières de toutes les couleurs qui donnaient à cette ville la nuit comme le jour un aspect véritablement magique. Sous ses yeux, ce n'était que des décors changeants. Quant à l'abondance, inutile d'en parler. Rien qu'à l'aspect jovial, luisant des habitants, on savait dans quel Eldorado l'on était. Chacun d'eux était la santé en personne, une ville prodigieuse par tant l'étendue et l'activité que par la densité de la population. Kakoanonze murmurait, il ne m'a pas trompé le petit silure. Il était tombé dans un champ où poussait de tout, et il mangeait, et il engraissait. Il avait des joues comme ça, avec des plis, des bourrelets de graisse un peu partout. Il avait dans cette abondance perdu la notion du temps. Un jour, surpris dans sa retraite, il fut conduit chez la reine de cette cité prodigieuse. Kakoanonze se comporta tellement bien qu'il devint le premier ministre du royaume. La reine cependant lui avait dit: tu peux tout faire dans mon royaume, tout faire dans mes palais, mais ce que tu ne dois jamais faire, c'est de regarder dans le miroir qui est là-bas. Bien, répondit Kakoanonze. De ce jour-là commença son malheur. Pourquoi ne pas me mirer dans ce miroir alors qu'on me donne tout? Ce miroir doit être un miroir magique. Ah, cette reine veut jouer au plus fin avec moi. Quelles sont ces façons-là? Et le miroir était là, pareil à tous les autres miroirs. Eh bien, s'il est aussi simple d'aspect, c'est que son pouvoir est grand. La brise du soir ne cessait de lui chatouiller la plante des pieds, de lui entrer dans le cou, dans les oreilles. Elle lui caressait les vibrisses, les sourcils. Elle lui chatouillait tellement la plante des pieds que lui entra tellement dans le cou, les oreilles que
Kakou annonçait se dit, pourquoi ne pas me mirer dans le miroir? Et il fit cela. Mais aussitôt il se retrouva au bord du fleuve, aux rives plus longues, la ligne à la main, le flotteur immobile. Et il avait faim. Faim. Il jetait, rejetait la ligne. Le flotteur plonge. Annonçait ramène la ligne. À l'hameçon pend un petit silure, gros comme le petit doigt d'un nouveau-né. Notre pêcheur, très heureux, délicatement le défaire. Le silure ne dit rien. Tiens, tiens, mon ami le silure, comment ça va? Tu ne me reconnais pas? Ah oui, c'est cela. Tu aimes faire le bien en cachette. Je vais quand même te prouver ma reconnaissance. Mais c'est moi, araignée, Kakou annonçait. Araignée de l'autre jour. Tu ne te souviens plus de notre dernière rencontre? C'était un matin pareil, je t'avais sorti du fleuve et tu me disais. Comment disais-tu? Ah oui, épargne-moi, crois-moi, tu seras heureux. Écoute, tu auras le bonheur. Faut-il que je te crie? Si tu veux. Allons, pour qui me prends-tu? Crier mon ami, cela ne se fait jamais. Veux-tu que je te remette dans l'eau? Si tu veux. Me recommandes-tu de remonter sur la 12e branche du fromager? La dernière fois, sur tes conseils, j'avais grimpé sur la 12e branche et de là, je sautais. Oh, comme j'avais eu peur au début. Mais toi, sur la rive, tu me faisais signe. Tu m'encourageais dans cet exploit. Veux-tu que nous recommencions? Si tu veux. Si je veux, mais c'est cela que je veux. Tiens, regarde, je vais monter. Je monte. Ce fut vraiment pénible comme monter. Les grosses épines, telles des chevaux de frise s'opposaient à toute avance. Kakou nous saignait. Il atteignit quand même la 12e branche, jouant à la nacelle balancée par la houle. Pris de vertige, Annoncé vint s'écraser sur le sol. Heureusement, il n'en mourut pas. Ses exploits se seraient arrêtés et nous, hommes, aurions peu de choses à nous raconter les soirs. Et comme tous les mensonges, c'est par vous que le mien passe pour aller se jeter à la mer, pour aller courir le monde.